Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. Il y a une idée reçue selon laquelle on ne s'oriente pas dans les travails sociaux par hasard, qui masque en réalité une naturalisation des déterminants sociaux et des genres profonds. Dans une époque marquée par le retrait de l'État social, comment former les personnels qui l'incarnent le mieux, les assistantes sociales ? Le sociologue Ruggiero Iori, que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, se penche sur cette question dans son ouvrage « À l'école de l'État social », qui vient de paraître aux éditions du Croquant. Maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à CY Paris Université, il est membre du laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage, et affilié au Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. À travers une enquête au long cours au cœur des écoles du travail social, son livre interroge les mutations de la prise en charge des questions sociales en France et en Italie. Il explore la façon dont ces institutions façonnent ces travailleurs et travailleuses, souvent en première ligne des tensions sociales contemporaines, entre vocation, normes de genre et de classe. Bonjour Ruggiero, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Dans un premier temps, je tenais à indiquer que nous utiliserons le féminin pour la profession d'assistante sociale car tu rappelles que ce métier est exercé à près de 94% par des femmes. Oui, tout à fait. C'est une des formations, en tout cas post-bac, les plus féminisées. C'est également le cas, par exemple, des sages-femmes sur lesquelles je travaille actuellement, en tout cas depuis quelques années. J'utilise donc le féminin dans l'ouvrage, sauf à quelques endroits où les jeunes hommes, les hommes seront réintroduits, ou plus globalement, en fait, l'écriture inclusive, si je pars des agents de l'État social au sens large. Très bien. Au début du livre, tu reviens sur l'histoire de la formation des assistantes sociales. Peux-tu nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, merci. Donc la formation des assistantes sociales n'est pas les fruits d'une évolution linéaire, mais s'inscrit dans des configurations complexes du début du XXe siècle. Pour cela, j'ai opté pour ce qu'on appelle une approche socio-historique, c'est-à-dire pour une sociogénèse de ces cursus des formations, de cette figure professionnelle. Il s'agissait notamment, dans un premier chapitre, de planter un peu les décors de l'histoire. Cette naissance, donc, s'enracine dans des configurations hybrides à la croisée d'une philanthropie privée, de l'action religieuse et des besoins émergents de l'État. C'est avec la naissance de l'État social que ces figures professionnelles trouvent leur origine. L'État social s'est notamment structuré via des dispositifs publics qui favorisent une justice redistributive et une socialisation du risque, donc suivant notamment les modèles bismarckiens qui allient assurance et assistance. Mais il faut souligner que cette bureaucratisation s'est mise en place aussi dans un souci de maintien de l'ordre et d'évitement donc des explosions sociales. Il s'agissait notamment d'encadrer les masses populaires. Donc la décadence du pays de l'époque était recherchée dans les classes populaires, dans l'immoralité notamment des classes populaires et dans les révoltes populaires. Les 19e, début du 20e, c'est une période qui est plein de révolutions, mouvements sociaux très forts, contrairement un peu plus à aujourd'hui. Et donc, à l'origine, ces écoles avaient pour mission de former ces mères universelles, donc issues de la bourgeoisie, chargées de moraliser, d'encadrer les populations de l'action sociale, les populations ouvrières face à ces fléaux sociaux tels que la tuberculose ou la pauvreté. Il est d'ailleurs intéressant de noter d'un point de vue scientifique que malgré les faits qu'on place souvent la défense de l'État social, parfois considérée et étiquetée à l'extrême gauche, elle constitue historiquement un compromis de stabilisation et de modernisation de la production sociale, comme de nombreux chercheurs et chercheuses l'ont bien mis en avant plus récemment. Et en France, du coup, le métier acquiert une reconnaissance juridique de la fin des années 30, selon notamment une alliance durable entre les secteurs privés associatifs et les missions de service public. Parallèlement, en Italie fasciste, dès les années 20 et sous les régimes de Vichy en France, ces cursus servent aussi du coup comme outil de contrôle autoritaire et de pacification sociale. C'est notamment dans l'après-deuxième guerre mondiale, avec le tournant de 1945, que cette formation est marquée et cette profession est marquée par l'influence des méthodes américaines, notamment le social case work de Mary Richmond et par ailleurs du group work, du community work, d'autres méthodes en tout cas d'inspiration anglo-saxonne, qui rationalisent la pratique et introduisent aussi une dimension psychologique et technique, marquant un peu la volonté de passer en fait d'une charité à une véritable entreprise scientifique de la solidarité.
C'est une institutionnalisation qui est violemment contestée lors des mouvements, en tout cas de 1968 et dans les années 70, où le travail social est accusé d'être outil d'oppression capitaliste et de normalisation des classes populaires. Il y a un numéro notamment qui a fait date dans les secteurs de 1972 de la revue Esprit, Pourquoi le travail social, où il y a une table ronde avec Jacques Lancelot, Michel Foucault, principalement des hommes, qui parlent d'un métier féminin. En tout cas, qui dénoncent les assistantes sociales comme des agentes de contrôle social qui sont chargées de psychologiser la misère plutôt qu'en traiter les causes structurelles. Bon, certaines de leurs conclusions sont certes pas négatives, en tout cas vraiment actuelles pour l'époque, mais disons que voilà, c'est assez violent en fait cette critique. Elle fragilise aussi le métier et les secteurs et pousse aussi du coup les écoles, les centres de formation à trouver de nouvelles formes de légitimité. C'est le cas par exemple d'un premier rapprochement avec l'université, avec les diplômes supérieurs de travail social en 78. Or, en fait, l'institutionnalisation et l'universitarisation de la formation n'aboutissent un peu qu'à moitié. Les assistantes sociales et leur formation restent en quelque sorte reléguées aux marges, alors même qu'en fait, le chômage de masse dès les années 70-80 et les populations concernées par l'action sociale ne cessent d'augmenter. Et le travail social s'est fragmenté en fait dans une multitude de métiers. On voit apparaître les éducateurs spécialisés, les animateurs, qui diluent aussi la centralité de l'assistante sociale au sein du travail social. Donc plus récemment, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'État social aussi s'est modifié sous un nouvel impératif gestionnaire et moral qui se rapproche du coup parfois des logiques contrôle propres à l'État pénal. Et aujourd'hui, les cursus vivent un peu une universitarisation hybride. Donc si l'équivalence au grade de licence a été obtenue en 2018, permettant les passages en catégorie A d'une partie de ces fonctionnaires, la formation reste majoritairement assurée par des instituts privés associatifs plutôt que par l'université. Donc, c'est des cursus qui quand même intègrent progressivement l'université. L'université dans laquelle on est, CRJ Paris Université, est un exemple bien avancé avec l'intégration de l'école pratique des services sociaux, donc l'EPSS, qui est une école historiquement centenaire dans le champ en tout cas du travail social. Donc malgré en tout cas que ces processus d'universitarisation se mettent en place, ces cursus sont aussi directement impactés par les politiques publiques axées sur le développement des compétences liées aux mutations de travail. C'est qu'on appelle un peu une perspective adéquationniste qui tend à privilégier l'employabilité immédiate au détriment d'une transmission disciplinaire. Donc en quelque sorte, la qualification des agentes a perdu un peu en légitimité au profit des compétences transversales plus employables sur le marché de l'emploi. Donc cette socio-histoire, en quelque sorte, permettait de voir un peu les luttes aussi qui sont présentes en fait dans la profession et voir aussi les différents paradigmes de l'état social auxquels se rattachent les différents acteurs des différentes époques. Au niveau du choix de cette filière, quel déterminant joue dans la construction de l'orientation des étudiantes ? Il y a une idée reçue dans les secteurs selon laquelle on ne s'oriente pas dans les travails sociaux par hasard. C'est une idée reçue qui masque en réalité une naturalisation des déterminants sociaux et des genres profonds. C'est un peu la rhétorique de la passion, de l'engagement, que je montre aussi dans l'ouvrage à travers les discours de certaines personnalités politiques, qui tend du coup à invisibiliser des trajectoires plutôt structurées par des propriétés sociales bien précises. Les premiers déterminants, on l'a évoqué en introduction, c'est les genres, avec près de 94% des femmes. La profession d'assistante sociale demeure un bastion féminin où s'opère une reconversion des dispositions domestiques et de caring en capital professionnel. C'est un métier qui est socialement construit sur des compétences perçues comme naturelles chez les femmes, participant par là à une division sexuée du travail où ces agentes occupent aussi une position intermédiaire et souvent dominée dans la hiérarchie de l'État. L'orientation, un deuxième déterminant, est aussi fortement liée donc, à une socialisation familiale spécifique, donc marquée par une proximité étroite avec les métiers du service public ou les métiers du médico-social. Nombreux étudiantes ont des parents, notamment des mères, qui sont elles-mêmes agentes de l'État, travaillant dans la santé, dans l'éducation, ce qui rend du coup le métier d'assistante sociale pensable, familier et symboliquement accessible. C'est une transmission familiale, parfois couplée du coup en éducation au don de soi, qui favorise une incorporation des dispositions interactionnelles que l'école et le marché de l'emploi valoriseront en fait par la suite. Un troisième élément, c'est le parcours scolaire, qui joue également un filtre crucial. La filière attire majoritairement des élèves aux résultats moyens, ayant souvent connu des accidents
scolaires, comme des redoublements, qui concernent près des 48% des élèves enquêtés. Donc difficultés qui ferment souvent les portes d'autres filières symboliquement plus réputées, faisant aussi un peu du social un compromis honorable. C'est une voie qui garantit une insertion professionnelle rapide, tout en offrant un sentiment d'utilité sociale et une promotion sociale raisonnable pour des jeunes femmes, notamment issues des classes populaires ou des petites classes moyennes. Enfin, l'adhésion à des valeurs aussi d'aide à autrui, souvent renforcées par des engagements associatifs ou religieux préalables, des expériences de scoutisme, du catéchisme, du bénévolat, transforment du coup ces conditions sociales objectives en motivation subjective et en vocation. Et donc ces expériences extrascolaires permettent d'intérioriser précocement la relation d'aide et de justifier du coup les choix de la filière comme un épanouissement personnel plutôt que comme les résultats des contraintes structurelles. Elles ont donc intériorisé une domination scolaire et sociale, elles ont partagé un entre-soi féminin qui favorise du coup les choix pour cette formation au futur rôle d'agente. En résumé, c'est une formation qui agit donc comme une matrice où ces différentes formes de socialisation familiale, scolaire, associative convergent pour produire des agentes prêtes à occuper leur place au cœur de l'État social. Et quelles trajectoires personnelles les ont menées à se destiner à cette carrière ? Il y a l'idée aujourd'hui, par exemple, d'un changement radical des publics en formation d'assistance sociale qui est donc récurrent dans les secteurs, souvent associé aussi à une prétendue crise des vocations, une baisse des niveaux. Là aussi, il faudrait interroger est-ce qu'il s'agit d'une baisse des niveaux scolaires, professionnels. Je pense qu'il s'agit d'une considérée en tout cas en tant que baisse des niveaux sociaux. Pourtant, l'enquête sociologique que j'ai mise en place montre qu'il ne s'agit pas d'une rupture brutale. Les métiers restent du coup un bastion féminin, on l'a dit, et les nouvelles générations possèdent toujours des dispositions interactionnelles historiquement liées à cette profession. Donc pour déconstruire un peu aussi ces discours de crise de vocation et pour chercher à montrer qui s'oriente vers cette formation et ces métiers, j'ai pu identifier 3 grands trajectoires types qui illustrent un peu la stabilité sociale au cœur de l'État social. Cela a pu être mené grâce à une enquête quantitative et qualitative, notamment des méthodes mixtes sur les 2 pays qui ont permis de retracer ces 3 trajectoires transversales. Les premiers groupes est ce que j'ai appelé les trajectoires honorables. C'est un groupe qui occupe une large partie des étudiantes françaises et presque en tout cas la majorité des étudiantes italiennes et qui représente donc une mobilité sociale ascendante mais raisonnable. Il s'agit souvent de jeunes femmes qui sont les premières de leur famille à accéder à l'enseignement supérieur, donc à faire des études post-bac. Elles sont issues des fractions stables des classes populaires ou des petites classes moyennes. Elles ont souvent suivi des filières technologiques ST2S en France ou socio-psychopédagogiques, comme on les appelle en Italie dans les lycées. Et pour elles, donc, devenir assistante sociale est un projet d'émancipation, une revanche scolaire. Les métiers perçus comme une carrière stable, utile, honorable, permettant notamment de convertir des dispositions au caring acquises dans la sphère privée en véritable capital professionnel. Le deuxième groupe est celui que j'ai appelé les héritières. Elles représentent donc un tiers des effectifs et disposent d'un capital culturel plus élevé. Mais leur trajectoire élève notamment de 2 logiques distinctes qui ne sont pas nouvelles dans l'histoire de la profession. Donc, d'une part, on a les héritières directes d'une culture de service public ou de transmission dans les médico-sociales. C'est celles notamment qui ont leur mère ou leurs parents travailleuses sociales ou travailleurs sociaux ou salariés dans la santé et l'éducation, et qui donc rendent cette carrière naturelle et familière. D'autres, parmi ces groupes, sont celles qui sont un peu plus atypiques, qui sont celles issues des classes plus aisées, qui s'orientent notamment vers les sociales après un échec relatif dans des filières symboliquement plus réputées, comme les droits ou d'autres filières notamment plus d'élite, donc dans des rares cas. Pour ces étudiantes, donc, les sociales servent un peu comme filet de sécurité face à des risques de chômage et offre du coup un métier qui préserve aussi une certaine honorabilité sociale tout en acceptant quand même un déclassement relatif. Et le troisième groupe, c'est celui que j'ai appelé les trajectoires des reconvertis. Donc c'est un groupe qui concerne des étudiants plus âgés qui intègrent notamment la formation bien après le baccalauréat, voire on a aussi dans ces groupes les quelques hommes présents en tout cas parmi nos enquêtés. C'est un groupe souvent d'origine populaire, avec des parcours scolaires sinueux ou qui ont connu aussi des accidents biographiques, des ruptures familiales, de licenciements. En tout cas, pour elles et pour eux, les diplômes d'État d'assistante sociale est un outil aussi pragmatique pour obtenir une stabilité professionnelle.
après des années, des précarités dans les secteurs médico-social, comme aide à domicile, comme auxiliaire de vie par exemple, ou voire comme des éducateurs non diplômés. Et donc les discours n'est pas tant celui de la vocation qu'on retrouve chez les deux autres groupes, mais celui de leur donner un nouveau sens en fait à leur parcours en obtenant en quelque sorte un titre protecteur. En résumé, même si il existe une hétérogénéité apparente des parcours, il n'y a pas de changement radical des publics, pas de mystère, en tout cas personnel et singulier, derrière ces orientations, mais des configurations sociales complexes. Et donc avec ces trois pôles qui structurent ces publics et qui donc non d'une mutation totalement des profils, la formation reste en tout cas les lieux d'une production d'une petite bourgeoisie salariée de public dont les trajectoires reflètent le compromis nécessaire de la société contemporaine. Donc si pour les premiers groupes les instances scolaires jouent un rôle central, on l'a vu avec cette évolution entre un parcours technologique en tout cas à cette formation post-bac, pour les deuxièmes groupes et les troisièmes groupes, c'est davantage des instances de socialisation familiale et extrascolaires qui jouent, notamment dans l'orientation. Et pour leur part, comment les écoles sélectionnent-elles et façonnent-elles leurs étudiantes ? Non, effectivement, il ne s'agissait pas de rester à la manière dont les élèves s'orientent vers ces écoles, mais il s'agissait un peu de voir qu'est-ce qui se passe en fait au sein de ces institutions, qu'est-ce qu'il y a dans ces écoles en France et en Italie. Donc malgré l'intégration à des plateformes comme Parcoursup, les écoles maintiennent encore aujourd'hui une sélection centrée sur la personnalité, plutôt que sur les seules compétences scolaires. C'est d'ailleurs un point revendiqué encore aujourd'hui par la nouvelle réforme qui va toucher ces cursus à partir de la rentrée prochaine. Certes, Parcoursup a un peu changé la donne, car il a ouvert un peu ses formations sur un marché du supérieur qui est beaucoup plus large, mais cela a même contribué en fait à renforcer les dynamiques de genre et des classes dans la formulation des vœux des bacheliers. Donc comment ça marchait avant la loi OR, donc la loi d'orientation et réussite des étudiants? Les étudiants postulaient hors plateforme aux écoles en payant des frais de sélection souvent aussi élevés et en passant un écrit, un oral, voire 2 écrits, 2 euros, alors qu'ensuite d'après Parcoursup a remplacé en quelque sorte l'écrit, mais l'oral en fait a toujours été maintenu. Donc lors de ces épreuves orales, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jury, composé la plupart du temps des professionnels du secteur, qui évalue l'aisance verbale, la curiosité, et surtout en fait ce qu'on appelle en sociologie l'exis corporel, c'est-à-dire la posture, la tenue sobre, la gestion du stress, le fait s'il y a ou pas des tatouages, par exemple, tout un tas d'éléments qui tentent finalement à favoriser les codes culturels des classes moyennes et à exclure aussi en partie des profils jugés trop fragiles ou trop marqués par des origines populaires précaires. Alors qu'en fait, pour ces profils des classes populaires, les sociales pourraient être un débouché, l'entrée leur est en quelque sorte aussi empêchée. On a un public populaire en ascension qui cherche à rentrer dans ces filières, qui est orienté dès les secondaires vers des formations technologiques dans les santé, dans les sociales, et l'accès du coup à cette formation leur est en quelque sorte contrôlé. Il y a donc un tri scolaire et social. J'ai pu les voir notamment dans l'étude des dossiers d'entrée où les formateurs et formatrices, en tout cas les membres du jury, sélectionnent notamment les étudiantes à partir de leur lecture. Donc plus un roman que Closer ou Détective ou d'autres types de magazines, c'est qui est en tout cas situé socialement. Donc là aussi, voilà, il y a une recherche de chercher, notamment de voir aussi une stabilité financière, plus effectivement une étudiante qui est mariée, qui a donc un conjoint qui puisse subvenir à ses besoins, qu'une étudiante boursière ou autre. Donc c'est tout un tas d'éléments, il ne faut pas prendre un par un, mais d'ensemble qui constituent aussi cette sélection. Donc une fois admise, ça ne s'arrête pas là. Les élèves subissent un véritable façonnage institutionnel. On leur apprend notamment à durcir leur posture face à une norme juridique et donc à neutraliser aussi leurs émotions pour devenir ce qu'on appelle des praticiennes réflexives. Donc c'est un façonnage aussi dans les mots de durcir, aussi très façonné par des normes de genre. Mais alors que en fait, cette idée de praticien réflexif pourrait être intéressante, les ateliers, notamment sur la connaissance de soi, sur la gestion des émotions, obligent en quelque sorte les étudiantes à se conformer à un ethos professionnel où l'individu en tant qu'assistante sociale ou usagée, est toujours placé au centre, aux dépenses aussi donc d'une analyse des causes structurelles plus de la pauvreté. Moi, ce que j'essaye en tout cas de montrer dans cette partie de l'ouvrage, c'est comment en fait les écoles participent à modeler leur public, au point en tout cas même à les faire adhérer à des normes de contrôle, dérégulation et d'accompagnement des populations qui sont potentiellement contradictoires avec les valeurs qui ont présidé à leur orientation vers ces métiers.
C'est un processus donc qui vise, au fil de 3 ans de formation, à produire aussi des agentes qui sont dociles face à la bureaucratie, donc capables d'appliquer les politiques sociales sans trop remettre en question l'ordre social. C'est aussi pour cela que je parle d'écoles de l'État social, c'est-à-dire comme des institutions qui fabriquent des agents de l'État, comme des écoles qui fabriquent un ethos professionnel des futures agentes. Tu mentionnes le fait que les stages occupent une place centrale dans la formation. Quel rôle jouent ces expériences professionnelles ? Les stages ne sont pas des simples périodes d'observation, déjà, mais occupent une place prépondérante, donc jusqu'à 55% du temps en formation en France. Ils fonctionnent notamment comme un véritable rituel initiatique, indispensable donc pour passer du statut d'étudiante au celui de agent, pour répondre à une formule en sociologie assez connue, pour faire ces passages de l'autre côté du miroir, en tout cas, de profane à professionnel. Ces temps est du coup d'ailleurs massivement sacralisé par les étudiantes, qui les jugent bien plus formateurs que les enseignements théoriques dispensés en école. Et même en fait là, les discours professionnels y insistent par un recours, en tout cas à cette rhétorique sur l'appropriation des codes du métier sur les terrains. En tout cas, les formateurs et formatrices y insistent dès les premiers mois en école. Et donc les stages remplissent plusieurs fonctions essentielles. Une est celui de la rencontre avec le réel. Il provoque notamment souvent un choc des réalités, une claque émotionnelle face à cette précarité extrême et aux problématiques des populations de l'action sociale, forçant notamment l'étudiante à tester sa solidité face à des situations de détresse comme la grande exclusion ou la maltraitance. Il s'agit un peu, dans la continuité des cours en école, d'endurcir un peu, ce que j'évoquais tout à l'heure, leur posture professionnelle, visant à transformer aussi une vision qui est souvent enchantée ou idéaliste de l'action sociale dans une approche plus pragmatique et technique. Les stages sont également les lieux de l'apprentissage de ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires des agents de l'État. C'est que certains auteurs, notamment des études sur la street level bureaucracy, nommaient comme pouvoir qu'ont ces agents, qui ne sont pas la simple retransmission des directives venant d'en haut, et qui donc ont un pouvoir de fait discrétionnaire envers les populations qui prennent en charge. Les stagiaires donc découvrent la nature scripturale du métier, notamment écrire d'un rapport au juge ou par les institutions de protection, faire des mesures financières pour un relogement, en apprenant notamment que le pouvoir d'agente réside aussi notamment dans cette capacité rédactionnelle. Un rapport au juge peut notamment changer les parcours, la trajectoire d'une famille des classes populaires qui est prise en charge par l'action sociale. Elles apprennent donc à trier les bénéficiaires selon les critères de l'institution, c'est-à-dire à différencier aussi progressivement entre des bons et des mauvais bénéficiaires, en intériorisant par là la nécessité de gérer, un peu comme dit une étudiante à un moment, toute la misère du monde en 35 heures, en apprenant notamment à filtrer les demandes, à responsabiliser l'usager, plutôt qu'à s'attaquer aussi au structurel. Mais les stages servent aussi comme incorporation de l'ethos professionnel par l'imitation aux tutrices et aux tuteurs, perçus comme modèles d'identification, qui sont souvent des jeunes professionnels, aux trajectoires proches des plus jeunes. Les étudiantes apprennent aussi à penser comme une assistante sociale. Elle incorpore notamment les codes du métier, la bonne distance à voir, la neutralité émotionnelle, l'exis corporel, donc j'évoquais tout à l'heure la posture, l'apparence, appropriée, faite de sobriété, des retenues. C'est une chose qui, en tout cas, s'acquiert également dans les cours au retour du stage et qui travaille beaucoup les centres de formation. Je les montre dans un extrait dans les livres, entre notamment Maria, une étudiante qui est surnommée Lady Gaga, par les formatrices et par certains de ses camarades, et Carlotta, une autre étudiante aux origines plus aisées, et dans les jugements évoqués par les formatrices enseignantes entre ces étudiantes, et globalement au sein de la promo, on montre que voilà, on privilégie plus Carlotta que Maria. Et je laisse en tout cas aux lecteurs, aux lectrices, le plaisir de retrouver l'extrait, de regarder ça en détail. Et les stages, du coup, permettent aussi de confirmer la vocation, ou au contraire, représentent aussi un moment de doute, où les étudiantes réalisent que les métiers sont plus bureaucratiques que relationnels. Et enfin, on pourrait dire que les stages remplissent la fonction aussi de placement sur le marché du travail. Si on prend les cas de la France, on laisse plutôt de côté les cas italiens. C'est un secteur qui est considéré comme en tension, c'est-à-dire qu'en fait, on sort du métier diplômé et on trouve du travail assez rapidement. Et donc même en fait qu'on a trop de place par rapport aux diplômés, d'où la tension. Et ces expériences donc, de stage permettent aussi aux étudiantes de constituer un réseau professionnel
peuvent donc même déboucher en fait sur des offres d'embauche immédiates avant même en fait la fin du diplôme. Donc certains étudiants développent même des stratégies de carrière en choisissant leur lieu de stage pour essayer des populations différentes, une fois avec des porteuses d'handicap, une fois en protection de l'enfance, voire en fait pour éviter des secteurs qui sont aussi jugés trop lourds administrativement, comme c'est le cas par exemple de la polyvalence des secteurs où notamment on a tout un tas de publics différents, donc c'est moins privilégié par tout un tas d'étudiants. Et donc sont vraiment en fait l'une des matrices où se fabrique la jante de l'État social. Comment les futures agentes vivent-elles leurs 3 années de formation et avec quels débouchés? Bon, tu as parlé des débouchés à la suite des stages, mais bon. Je disais que j'ai enquêté ces 3 ans de formation qui sont vécus du coup par les étudiantes comme une période d'intense en fait socialisation temporelle qui dépasse en fait le simple apprentissage technique. L'institution, donc les écoles, imposent un emploi de temps extrêmement rigide, cadencé par l'alternance entre école et stage, ce qui réduit aussi considérablement les temps libres et les activités extrascolaires. C'est une sorte de socialisation silencieuse qui vise à transformer les rapports au monde des élèves pour les conformer aux exigences du poste d'agent de l'État social. À l'instar des analyses du chercheur Javier Aullero sur la domination étatique par l'attente, les futures agentes, donc ces étudiantes, apprennent à maîtriser leur propre temps pour plus tard rythmer celui des usagers qu'elles accompagneront une fois au travail. La formation agit ainsi comme une matrice de socialisation temporelle où on l'apprend à devenir celle qui fera patienter les autres, c'est-à-dire les patientes de l'État social. Toutefois, en tout cas, les passages par ces écoles ne garantissent pas l'obtention du diplôme, ce qui est assez contre-intuitif en fait au regard de la sélection initiale et du caractère vocationnel souvent mis en avant. C'est un aspect notamment que j'ai vu en mettant en place une enquête longitudinale, c'est-à-dire que j'ai suivi tout le long des 3 ans les mêmes étudiants, donc je l'ai vu vraiment devenir ou pas justement assistante sociale. Et notamment, mon enquête montre que toutes les étudiantes n'arrivent pas au bout du cursus. En France, environ un tiers des effectifs ne devient pas finalement assistante sociale. D'accord. C'est un phénomène qui est assez important. En tout cas, important par rapport en tout cas, à la sélection du début et tout ce que l'école s'est mis à mal pour assurer. Et c'est un phénomène notamment d'éviction qui s'explique aussi par un décalage entre les aspirations initiales et les cadrages institutionnels subis pendant les 3 ans. Les écoles cherchent à produire des agentes dociles, centrées sur l'exécution des dispositifs et la gestion individuelle de la misère. Et pour certains élèves, notamment celles issues aussi des classes populaires, aux trajectoires honorables, ces durcissements de la posture, la rigidité des consignes rédactionnelles, créent une dissonance insupportable qui mène des fois à des stratégies d'abandon, voire en fait à des réorientations, même toujours dans les sociales, mais sans diplôme, de moins en moins nécessaire, donc avec une attaque aussi à la qualification, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est là s'éloigne aussi d'une ce qu'on appelle une rhétorique adéquationniste qui vise à justifier une orientation linéaire et rationnelle vers l'emploi. On voit bien que tous les publics n'ont pas les mêmes temporalités. Donc comme je disais tout à l'heure, pour les stages, en termes de débouchés, si le marché de l'emploi en France est considéré comme en tension, avec une insertion assez rapide, les conditions réelles d'exercice se dégradent. Les jeunes diplômés sont confrontés aussi de plein fouet, même pendant les stages, au New Public Management. Donc cette introduction des principes gestionnaires issus du monde de l'entreprise au sein des structures concourant à l'intérêt général et du service public, c'est qu'on a vu déjà dans l'hôpital, dans la justice, à l'université, à l'école, et donc qui est marqué par une précarisation des contrats et une augmentation aussi de la pression budgétaire. En Italie, la situation est encore plus incertaine avec un basculement massif vers les secteurs associatifs et coopératifs où les conditions de travail sont souvent plus instables que dans la fonction publique territoriale ou celle d'État. D'accord. Quelles seraient tes suggestions pour repenser le rôle de l'enseignement supérieur dans la formation des assistantes sociales? Vaste question, merci. Je pense que pour repenser les rôles de l'enseignement supérieur dans cette formation, il est impératif de sortir d'une logique de pure employabilité et de ce que j'appelais tout à l'heure d'adéquationnisme au marché de l'emploi. Actuellement, ces cursus sont de plus en plus subordonnés aux impératifs des gestions de court terme, transformant notamment les centres de formation en écoles vouées à produire des exécutantes de politique publique et qui tendent donc à devenir des annexes du marché du travail et qui ajustent leur programme uniquement pour répondre aux besoins immédiats et locaux des collectivités territoriales qui les embauchent. Et je pense que la formation ne devrait plus être une simple préparation à l'insertion professionnelle rapide, mais redevenir un temps de maturation intellectuelle. Ces cursus pourraient redevenir des espaces de réflexion critique et des savoirs émancipateurs, permettant donc aux professionnels non seulement d'appliquer des dispositifs, mais surtout de les comprendre
et de questionner les systèmes, les institutions qui produisent et maintiennent les inégalités, pourrait devenir aussi un lieu où on cultive un savoir qui n'est pas immédiatement utile au sens gestionnaire du terme, mais fondamental pour l'émancipation aussi de la professionnelle. La formation repose aujourd'hui encore sur une approche psychologisante qui neutralise le contexte social des usagers. Pour repenser donc la formation, je suggère en conclusion de réintégrer aussi pleinement les sciences sociales dans ces cursus afin de sortir aussi de cette lecture purement individuelle et bureaucratique des problèmes. Il s'agirait notamment de réintégrer les déterminants structurels de genre, des classes, des races dans leur analyse des situations, ce qui est encore très très peu le cas dans ces formations. Et donc plutôt que former uniquement au positionnement professionnel fondé sur la distance, la neutralité émotionnelle, ces cursus pourraient apprendre aux étudiants à agir aussi sur les structures qui oppriment les individus plutôt que de simplement chercher à rendre ces derniers acteurs de leur changement dans un cadre contraint. Un changement de formation implique aussi de repenser les rôles de l'État, de l'université et de ses services publics de manière plus globale. J'en parlais tout à l'heure, le travail social subit une rationalisation gestionnaire qui n'est pas isolée. On retrouve cette même logique de performance chiffrée et de tarification dans d'autres piliers du service public, à l'hôpital, l'éducation nationale ou l'université elle-même. Pour donner donc du sens à ces métiers, il faut rompre avec ce que des collègues, et moi en tout cas dans la lignée d'autres collègues, j'appelle les nouvel esprit de l'État social, le nouvel esprit du service public, fondé notamment sur les contrôles et les tris des populations. Les assistantes sociales ne devraient donc plus être formées à être un peu des rouages dociles d'un système qui individualise des problèmes sociaux, mais aussi en réinterrogeant les rapports de domination. Il s'agirait donc de libérer aussi ces cursus d'une logique de contrôle propre à la main droite de l'État, donc la justice, la police, pour restaurer un peu la mission originelle de cette main gauche de justice sociale. Donc tout n'est pas perdu. La crise sociale et sanitaire de 2020 a rappelé l'utilité sociale et fondamentale de ces agents de première ligne qui sont, malgré elles et eux, souvent oubliés des mécanismes de reconnaissance. Mais cette reconnaissance symbolique doit se traduire aussi par un changement radical de perspective politique. Il s'agit de valoriser concrètement leur travail et donc de réformer une formation qui les maintienne actuellement dans une position subordonnée. Et c'est à l'université notamment de devenir aussi des lieux où on apprend à accompagner les individus tout en agissant sur les structures qui les oppriment. Elle a ici donc un rôle forcément politique qui pourrait être investi, où on refuse un peu cette idée de transformation des travailleurs sociaux en simples bureaucrates du guichet pour en faire des agents de la solidarité nationale, capable notamment de résister un peu à cette casse aussi du service public. Merci beaucoup Ruggiero pour cette analyse et pour ces pistes de réflexion sur les évolutions de l'État social. Merci beaucoup. C'était l'Instant Recherche, merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.